Rappelle-toi le ventilateur, tu sais, là, le truc là. Hop, ça, tu sais, c'était tout poise. Donc, je vais te montrer. Tu vois, je vais te mettre comme ça. Tanguy, le collègue de Sableur, là. Ah, le sablage. Hop, il m'a... Donc ça, c'était la plaque qui tient le ventilateur, là. Hop. Celui-là. Avec ce que moi j'appelle les escargots, par là où là, un peu comme un turbo, quoi. Par là où l'air va transiter. Donc cette plaque-là, elle était carrément infecte. La peinture se décollait complète. Pas de protection anti-rouille. Bon, bah, quand même 40 ans, elle est encore en vie. C'est plutôt cool. La peinture se barrait complètement en cacahuète, donc je lui ai demandé de me la sabler. Il m'a dit, est-ce que je te la thermolaque et tout. Je lui ai dit, ah, t'emmerde pas, je vais la peindre. Alors, il a quand même thermolaqué, je vais te montrer le résultat. Il l'a thermolaqué parce qu'il avait, il avait d'autres pièces à faire. Donc il s'est dit, allez, je l'accroche, je la thermolaque. Alors le thermolaquage, c'est quoi? Déjà, il l'a sablé pour enlever toute la vieille peinture, ainsi que la corrosion. De là, il l'a dégraissé, évidemment, il l'a dépoussiéré, évidemment. Et ensuite, c'est une peinture en poudre. Donc la pièce, elle est accrochée. Je crois qu'elle est électrisée. Elle est mise, voilà. Il l'a peint avec une peinture en poudre. Ouais, ça paraît étonnant. Donc la poudre se répartit uniformément parce que la pièce est sous tension. La pièce est électrisée. La poudre est correctement répartie. Et de là, il va la foutre au four à 180 degrés. Il m'a dit, la peinture va passer de l'état poudre à l'état gel, puis liquide, et enfin durcir. Ça donne une très très bonne protection anti-rouille et mécanique, surtout mécanique, ça donne une superbe. Donc tu vois, on peut regarder de près. C'est bien épais et puis c'est bien solide. Alors, on voit encore les traces à des endroits de corrosion, hein, ça a creusé, j'ai pas mastiqué la pièce. Mais la pièce est belle, prêt à remonter. Alors, on n'est pas forcément obligé de faire toute la bagnole comme ça parce que ça a un coût. Mais c'est possible, c'est pas ça a un coût. Mais si je le fais faire par un peintre de voiture, le coût c'est à peu près la même chose. Hein. Donc c'est pas un extrême surcoût. Si tu le fais toi-même, tu peins toi-même, tu vas acheter ta peinture, tu peins, c'est moins cher. Maintenant, si tu te rapproches d'un garage ou d'un peintre, un carrossier, et que tu dis peins-la moi en noir, ou tu vas voir un gars comme mon pote Tanguy, HPR, aérogommage, et tu lui dis thermolaque-moi, bon, ça se bataille. Je peux pas te dire les prix exacts, mais ça se bataille. Donc en tout cas, je suis content. Là, je lui ai donné aujourd'hui les supports de pare-choc arrière. Ils étaient pourris. Il va me les refaire. Et également le filtre air. Le filtre air thermolaqué, c'est bien parce que c'est une pièce qu'on va démonter, remonter, démonter, remonter au fil de la vie de la voiture. Donc une bonne protection, c'est bon. Bon, ouais, je t'arrête de te prendre la tête avec ça. Je voulais te montrer également. Hop, je suis là. Le ventilo, tu sais, il était pété. En fait, pour rappel, j'ai dessiné ça vite fait là, à l'échelle. Et puis j'ai dit au collègue, tiens, est-ce que tu peux me tourner une bague en aluminium ou en plastique? Donc on la voit là à l'intérieur. Elle est tenue au bout d'un moment par une vis. Hop, on voit la vis là qui permet de rendre la bague solidaire de l'axe à la bonne distance. Donc je vais encore dévisser et puis régler. Et la pièce, je l'ai enfin collée à la colle bicomposant. C'est pas de la pâte à pare-brise, hein, c'est pas de la pâte à joint non plus, c'est solide. Et puis voilà, le ventilateur va être prêt à remonter. Ce ventilateur, il est différent de la phase 1. Il a la même gueule. Sauf que la phase 1, tu vois là, il y a plein de fils. C'est fait pour faire tourner les 3 vitesses. Suivant comment j'électrifie mon moteur, où je place mes alimentations, mon moteur va tourner plus ou moins vite. Sur une phase 1, j'ai que 2 fils. Par contre, je vais faire passer le courant à travers des résistances. Si je ne fais pas passer à travers les résistances, il tourne à fond. Si je fais tourner à travers une petite résistance, il tourne moyennement vite. Et si je fais passer le courant à travers une grosse résistance, une résistance très résistive, et ben à ce moment-là, il va se mettre à tourner doucement. Voilà, donc phase 1 et phase 2, ils ont la même gueule, mais la technologie est différente. Ça, c'est mieux que la phase 1. Parce que passer du courant à travers des résistances, encore une fois, ça chauffe. Et c'est pas très stable, c'est pas excellent, quoi. Hop, on va poser ça. Donc après, ce ventilateur, ce qui est bien, c'est qu'après... Hop, on va te montrer. Et ben, tu vois, les pièces sont là. Je les ai nettoyées. Repeintes pour certaines. Hein, celle-là, elle a été repeinte. Là, c'est
C'est une petite feutrine autocollante, ça c'est pas mal aussi. Et puis après, avec quelques rivets, on va pouvoir remonter tout ça. Il y a quelques vis, là il y a des vis, mais les escargots, eux, sont riftés sur le corps, etc. Donc avec quelques rivets, un petit peu de temps, eh ben on y arrive. Voilà, là il est remonté, j'ai pas mis tous les rivets, parce que je vais d'abord le tester, voir s'il n'y a pas de bruit suspect, de vibration, s'il tourne dans le bon sens, etc. Si j'ai pas mis à l'envers, parce qu'on peut mettre dans les deux sens. Je pense que je me suis pas trompé, mais on va quand même se méfier. Et puis ensuite, on va l'installer sur la voiture. Allez, je fais l'essai et on regarde comment c'est installé. Là, le ventilo, alors il ira dans ce logement-là. Là, j'ai simplement branché et on va le mettre sous tension. Alors tu vois, hein, là, prends une photo, hein, parce que alors là, le marron devient noir, le gris devient noir. Bon, il y a rien de clair, quoi. Là, je crois que c'est bleu. Ouais, ça c'est bleu. Le gris devient bleu. Bon, tu vas voir que ouais, bon là c'est au petit bonheur la chance. Au pire ça marche pas. Si tu te gourres, au pire il marche pas, quoi. Donc là, vitesse numéro 1, 2, 3, et ça souffle. C'est dans le bon sens. Donc ça lui a fait un sacré coup de frais, quoi. Je vais le laisser tourner un petit peu, ça permet de bien essayer. Donc je vais le mettre en place, je vais finir les rivets, je vais le mettre en place et on va l'installer à sa place définitive. Et puis après il y a un petit cache par-dessus. Allez, on voit tout ça. Voilà, ventilo en place, donc il est sous le carénage. Et là on va mettre en marche, hop, on va se faufiler. Vitesse 1. Vitesse 3, vitesse 2 et vitesse 3. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Là j'ai vérifié, les essuie-glaces fonctionnent bien encore. Lave-glace ça fonctionne. Ici on va pouvoir y mettre le... Bon, Jean-Pierre, hein, il s'est toujours pas manifesté. On va pouvoir y mettre le plastique de finition, sachant qu'il faudra le réenlever pour les feux avant. Alors je voulais te parler, on m'a demandé comment tu as purgé le circuit de refroidissement. Alors je vais essayer de t'expliquer. C'est simple, hein. Entre guillemets c'est simple. Hop, alors comment on pourrait faire? Je vais te mettre comme ça. Attends, bouge pas. On va réussir à calibrer le truc. Alors en fait, bon c'est un tableau Velleda, j'ai pas trouvé plus grand. Il me faudrait un petit sponsor. En fait, l'idée, tu vois le moteur, il est là. En fait, il y a deux choses que je voulais te parler. Déjà la purge. La purge, en fait, ce qu'il faut faire, il faut... Hop, ici, là, on y voit, on voit le vase d'expansion. En fait, je vais le soulever, je vais le mettre plus haut que la voiture. Je vais le mettre plus haut que la voiture et je vais remplir de liquide le bocal. Le bocal va être plus haut. L'eau va descendre dans le moteur. Le problème, c'est que l'air peut être piégé. On va essayer de te dessiner ça. Hop. Donc, je mets mon bocal plus haut. Avec... Hop. Si, là, c'est bon. Avec la durite. Donc je vais mettre du liquide dedans. Tout ça c'est de l'eau, hein. Du liquide de refroidissement. Et évidemment, ça va remplir mes durites. Sauf que, par exemple, hein, il peut y avoir une forme comme ça. Et puis là, il y a le moteur. Comme ça. Donc l'eau va rentrer là, va rentrer là, va rentrer là, va rentrer là, va rentrer là. Et puis va remplir. Sauf que, ici, l'air ici, là, on va faire de l'air comme ça. Elle est piégée. Donc lui, le fabricant, qu'est-ce qu'il a fait? Le constructeur du moteur. Donc tout ça c'est bien rempli en eau. Déjà ici, là j'ai un doute. Pas sûr. Et tout ça c'est bien rempli en eau. Ici aussi. Et en fait, le fabricant du moteur, il dit quoi? Il dit tu lèves vachement haut ici. Ça crée une plus grosse pression. Et le fabricant, il a fait, à ce moment-là, là j'ouvre. Il a fait, on va mettre comme ça, une vis de purge. Je dévisse cette vis de purge. L'air peut alors s'échapper et le niveau va monter à la même hauteur que le bocal. C'est pour ça qu'il faut lever le bocal au maximum. Donc globalement, vous savez que j'ai mis mon éponge. Et bon, on va faire comme ça. Hop, globalement, si ma vis de purge est assez basse, mon niveau étant ici, là, l'eau va s'écouler. Et l'eau va pouvoir prendre toute la place. Alors là, sur un système comme ça, je dirais que moi, je mettrais quand même une vis de purge ici.
Alors c'est pas moi qui ai choisi où mettre la vis de purge, hein, c'est le constructeur avec le moteur, etc. Il est un peu plus compliqué que ça. Mais là, si je rajoute une vis de purge, c'est pareil, l'air peut s'échapper. Et à ce moment-là, mon système remplit le tout. Donc ça sert à ça les vis de purge. Donc il faut bien lever le vase pour être bien plus haut que l'ensemble et ouvrir les vis de purge. Alors certains m'ont dit tu lèves l'avant ou tu lèves l'arrière de la voiture. Bah moi je dirais tu laisses en statique, tu lèves le vase et tu ouvres l'une après l'autre tes vis de purge. Alors ça n'empêche pas que des bulles d'air peuvent être coincées par-ci par-là, donc tu fais fonctionner le système, ça va tourner et tu rééteins ton moteur et tu réouvres tes vis de purge en levant ton vase. Et si des bulles d'air se sont formées, elles peuvent être piégées un petit peu sur les zones hautes, ici et ici de nouveau. Donc tu chasses l'air une fois ou deux. Donc ça c'est assez important. Alors il existe aujourd'hui, on a un système qui est super top. C'est un système sous dépression. C'est-à-dire que, attends, ça on a ça au boulot, un système sous dépression, c'est carrément pas mal. Sauf que on a eu des cas où les vieux radiateurs ils supportaient pas. Donc en fait, j'ai toujours mon vase d'expansion avec mon bouchon. OK ? J'ai toujours mon système complexe de circuit de refroidissement. Donc là, je vais faire un système simple. Comme ça. Hein, voilà. Avec une vis de purge. Mais pour l'instant, je ne l'ouvre pas. Je la laisse fermée. Elle est fermée. Ici, je vais mettre mon appareil et je vais tirer au vide. Je vais faire moins 1 bar. OK ? Moins 1 bar. Je tire tout au vide. Là, je suis en train d'aspirer tout. Donc, j'ai moins 1 bar qui règne dans tout le système. J'ai même mes durites qui deviennent tout écrasées. C'est vraiment, je suis sous dépression totale. Donc, tout mon système est sous dépression. Il n'y a plus de poche de gaz. C'est dépression la plus totale. Quand j'atteins le moins 1 bar, j'arrête et j'ouvre la deuxième sortie qui, elle, est bien plongée dans un gros bidon de circuit de refroidissement. Et à ce moment-là, je me mets comme ça, et à ce moment-là, j'arrête les moins 1 bar, il y a moins 1 bar qui règne dedans, et je vais ouvrir, ici il y a un petit robinet, là, et je vais ouvrir tout mon liquide. Il y a une différence de pression, puisque ici je suis à 0 bar, je suis à la pression atmosphérique, donc je suis à 1 bar hein, si tu veux, mais je suis à 0 bar, pas de pression. Ici, je suis à moins 1 bar. Mon liquide rentre dedans et envahit l'ensemble de la zone sans ouvrir de purge. Ça, c'est vraiment sympa comme système pour des systèmes extra complexes avec des tout petits tuyaux en véhicule hybride, en véhicule électrique. Et oui, il y a du refroidissement également sur ces véhicules. C'est super important. Maintenant, j'ai vu des sertissages de radiateurs dégagés. Donc, c'est-à-dire que le circuit sous pression, ça tient. Par contre, le jour où tu lui fais moins 1 bar, ton radiateur qui a 30 ans, il dégage, quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement fait une purge par gravité. J'ai levé le vase, j'ai rempli et j'ai ouvert calmement mes vis de purge jusqu'à ce que ça soit du liquide propre qui sort. Tu fais tourner un petit peu, le calorstat s'ouvre, la pompe à eau tourne, etc. Le liquide, il fait 50 000 fois le tour de la caisse. Les bulles d'air peuvent se regrouper, des petites bulles peuvent se regrouper à différents endroits. Et à ce moment-là, tu arrêtes tout et tu réouvres calmement tes vis de purge. Alors, il y a une méthode aussi. Je vais essayer de te foutre là. Hop, pas comme ça, pardon. Bon, là, je suis autour du moteur. Il y a... alors, pour ceux qui ne savent pas... hop, je vais passer. Donc, 25 ans dans les voitures. 25 ans. Et on se dit... parfois, on suspecte un joint de culasse. Donc, pour le moment, moi, je touche peau de singe. Je suspecte pas de peau de joint de culasse. On suspecte un joint de culasse. Pourquoi? Parce qu'elle consomme de l'eau, sans fuite extérieure. Voire les durites, elles explosent. Voire ça surchauffe, quoi. Bon, moi, ce que je fais pour déterminer un joint de culasse, parce que c'est... Alors, il y a plein de sortes de joints de culasse. Hein. Il y a ce qu'on appelle la mayonnaise, etc. Bon. Moi, je vais te parler d'un joint de culasse. Le plus chiant, c'est tes durites qui explosent ou ton moteur qui surchauffe. Ce qu'on fait, il est normal, c'est le principe d'une cocotte minute, je te l'avais dit l'autre jour, l'eau qui est dedans, qui est dans les durites, là, elle prend un certain volume. En fait, là, dans la voiture, il y a 10 litres de liquide de refroidissement.
il y a à peu près 1 litre là, on va dire 1 litre dans le bocal. Ensuite, il y a tout ce qui est dans le moteur, tout ce qui remplit là tous les canaux du moteur, tout ce qu'il y a dans les durites, plus ce qui va devant jusqu'au radiateur. Donc là, il y a une dizaine de litres de liquide de refroidissement. C'est beaucoup. Ce liquide de refroidissement à température comme aujourd'hui, là, il doit faire 10-12 degrés. Il prend un certain volume. C'est pour ça qu'ici, il y a un vase d'expansion. Hop, là, tu vois, il est là. Là. Donc ce liquide, il prend un certain volume. On va dire à 20 degrés pour simplifier. Par contre, quand il va atteindre les 100 degrés, il va prendre beaucoup plus de volume. C'est pour ça qu'il y a un vase d'expansion et cette différence de volume va être absorbée par le vase d'expansion. Ça va quand même faire monter sous pression les durites, ici, là. Ça, là, elles vont devenir un peu gonflées. Alors c'est là que tu te dis, ouais, il y a de la pression, il y a trop, il n'y a pas assez, c'est pas bien, je crois que ça va péter. Bon, en bref, t'en sais rien, quoi. Moi, ce que je fais, quand le circuit fonctionne bien, que la pompe à eau fonctionne bien, que l'ensemble, donc je fais tourner mon moteur, tout est bien chaud. C'est chaud ici, là, il y a le Calorsta, le moteur, c'est très chaud, la pompe à eau tourne, ça remplit ici, ça va jusqu'à devant, ça revient de l'autre côté, et ça re-rentre dans la pompe à eau. Tout ça, c'est bien chaud. Radiateur de chauffage, tout est bien chaud. C'est-à-dire que mon circuit de refroidissement, il a l'air de gérer, mais je ne sais pas si j'ai un joint de culasse. Donc ça, tout ça, ça tourne. Ce que je fais, quand j'atteins la température maximum, donc en gros, c'est quand le ventilo s'est enclenché 2-3 fois là devant. Là, t'es arrivé à la température maximum. Délicatement, je vais faire un lâcher de pression ici. Alors évidemment, le liquide va monter. Hein. Je l'ouvre pas comme un fou, ça peut bouillir. Je fais un lâcher de pression. Au moment où je suis le plus chaud, je fais un lâcher de pression, mon liquide il remonte, je ferme. À ce moment-là, j'ai fait un lâcher de pression, je n'ai plus de pression. Forcément, je viens de lâcher la pression. Je suis à 100 degrés, globalement, je suis à température max, je viens de lâcher la pression. De là, je ferme et je vais faire un tour. En théorie, quand je reviens, vu que je ne suis pas plus chaud, eh ben, la pression n'a pas dû revenir. Puisque j'ai pas de nouveau montée en température. Est-ce que tu comprends? Quoi donc? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? En fait, la montée en pression dans les durites est liée à la montée en température du liquide. Si je suis à la température max et que j'ai lâché la pression, eh ben, la pression ne doit pas revenir. Et réfléchis un peu à ce que je te dis. Tu me crois ou tu me crois pas? Moi, c'est comme ça que je fais. C'est pas évident, mais c'est comme ça. Quand la température est au max, j'ouvre, je lâche la pression. Doucement, hein, c'est comme une cocotte minute, tu ne l'ouvres pas comme une bastos, hein, parce que ça va partir. Tu ouvres doucement, puis tu refermes, tu as lâché toute la pression, il n'y a plus de pression dans le circuit. Forcément, tu viens de la lâcher. Et pourtant, tu es à température max. Tu refermes, tu vas rouler. Alors là, tu mets quelques pleins gaz. Tu mets quelques pleins gaz pour voir, pour solliciter le système. Au bout de quelques centaines de mètres, voire kilomètres, tu t'arrêtes et tu viens recontrôler. Hop, ici. La pression que tu as dans tes durites. Si tu as trop de pression, eh ben, si tu as de nouveau de la pression, malheureusement, ça sent le joint de culasse. Par contre, vu que tu n'es pas plus chaud que le maximum chaud que tu as eu été, eh ben, la pression n'est pas revenue. Qu'en penses-tu? Alors ça, c'est un des joints de culasse, hein, parce que tu peux avoir aussi le passage de l'eau dans l'huile, l'huile dans l'eau, une fuite externe, etc. Tu peux avoir plein de choses. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai un doute. Alors, tu m'excuseras, tout à l'heure, je l'ai essayé. Ouais, je t'ai pas dit. J'ai fait le 3e essai. J'ai repurgé les freins. C'est vachement mieux. J'ai un doute quand même, mais c'est vachement mieux. J'ai réglé ma boîte de vitesse. Donc, marche arrière première, c'est bon. L'embrayage, c'est bon. Et le circuit de refroidissement a l'air complètement autonome, bien fonctionné, pas de pression, pas de fuite, pour le moment en tout cas. Donc ça, c'est cool. Je crois que je t'ai encore raconté toute ma life. Hein. J'espère que ça t'intéresse quand même. Enfin, si t'es là, c'est qu'un minimum. Et ouais, le ventilateur, c'est un peu moins excitant que faire une grosse axelle de fou sur la route, mais ça fait partie du truc, donc on est contraint et forcé. Et puis c'est important après que les choses soient bien faites pour qu'elles perdurent. Donc voilà, alors pour aujourd'hui, on va arrêter là. On a fait pas mal. Et on va être obligé de repousser à dimanche prochain pour une nouvelle mission. En tout cas, merci toujours d'être là et ça me fait super plaisir. Allez, bisous à tout le monde. Ciao.